Malgré le contexte économique difficile, la direction provinciale de la DGDA Katanga a crevé les plafonds de ses assignations du mois de juillet 2022. Et c'est grâce au leadership visionnaire mis en place par la directrice générale Jeanne Blandine Kawanda, appliqué par le directeur provincial René Kalala et l'ensemble des Gabelou, dont ceux de la DGDA Katanga. Et puis la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard affûte déjà les armes pour contribuer efficacement au budget de l'État pour l'exercice 2023. Elle a participé aux travaux budgétaires analysant et examinant en recettes comme en dépenses les grandes lignes des actions prioritaires des services de l'administration publique. Dans le Congo profond, relier Mbujimayi à Kananga par route n'est qu'une question de mois, sinon de semaines, grâce à l'intervention du Fonds de promotion de l'industrie FPI qui exécute les travaux de construction de la route nationale numéro 1. Le développement de ce titre étant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Ruben Mayoni Nsiaki Yunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Le fraudeur fiscal est un contribuable qui s'obstine à vouloir garder un peu d'argent pour son compte, disait le journaliste animateur français Philippe Bouvard. Aux Congolaises et Congolais de payer correctement leurs impôts et ce, dans le délai. Madame, Messieurs, bienvenue au magazine Fiscalité et Développement de ce jour qui part de la province douanière du Katanga qui vient d'atteindre les assignations de ces recettes douanières et accisiennes. Installé il y a 4 mois, le directeur provincial de la DGDA Katanga, René Kalala, malgré le contexte économique particulièrement difficile, ensemble avec ses gabelous, ont même crevé les plafonds des assignations du mois de juillet 2022. Voici les détails dans ce reportage de notre correspondant permanent dans le Grand Katanga, Lambert Yuma Ramazani. À Lubumbashi, la DGDA Katanga vient d'enregistrer au mois de juillet un score qui dépasse des recettes mensuelles assignées à cette province douanière, motif de satisfaction pour son directeur provincial. Monsieur le directeur provincial de la DGDA Katanga, mon directeur, le département d'honneur. René Kalala, qui a fait de la lutte contre la fraude et la contrebande son cheval de bataille, marque ainsi ses empreintes par une administration douanière centrée sur l'homme, le douanier lui-même. C'est donc pour encourager ses troupes et les inciter à faire davantage qu'une cérémonie de remise des diplômes aux chefs des bureaux de douane qui ont excellé dans la mobilisation des recettes a eu lieu ce mardi 9 août 2022 à la direction provinciale de la DGDA Katanga. C'est ici, à l'Épéville, l'entrepôt vide de Lubumbashi, que cette cérémonie de remise solennelle des diplômes a vécu ce mardi 9 août 2022. Devant un parterre d'invités, les agents et cadres de la DGDA Katanga, en présence des plus proches collaborateurs, René Kalala a dit toute sa satisfaction d'avoir relevé le défi premier, à savoir atteindre les assignations. Faire 100% n'est pas une première ici à Lubumbashi, mais la conjoncture actuelle n'avait rien de favorable à un accroissement substantiel des recettes douanières dans cette province où la barre était très haut placée comparativement aux années antérieures. Mais fort de sa longue expérience de douanier rompu, le directeur René Kalala y est arrivé. 102% réalisés en juillet, soit plus de 179 milliards de francs congolais sur les 174 attendus. Il a fallu établir une gestion efficiente, une incitation au véritable changement des mentalités prônées par la direction générale, une méthodologie rigoureuse, un climat de confiance et un encadrement efficace pour que René Kalala atteigne enfin la performance, la réussite qu'il dédie pourtant à ses hommes de main, à tous les douaniers du Katanga. Je me tiens devant vous pour vous adresser ce petit mot de circonstance et pour vous communiquer le message officiel de notre commandant en chef, le directeur général des douanes de la République démocratique du Congo, Madame Kawanda Walwom Jeanne Blandine. L'activité de ce jour est dédiée principalement
au dépassement des assignations de recettes de mois de juillet, car en effet, la direction provinciale a réalisé les recettes de l'ordre de 179 milliards 203 301 641 francs congolais sur un total de 174 446 967 032 francs congolais, représentant un taux d'exécution de 102%. Les résultats excellents de ce mois sont les efforts conjugués de vous tous, cadres et agents de la DGDA Katanga, ainsi que de l'apport ô combien inestimable de nos partenaires, le commissionnaire en douane et les opérateurs économiques. Effort collectif au regard de l'esprit d'équipe qui a animé tout le personnel de la DGDA Katanga à se mobiliser pour donner au gouvernement de la République les moyens de son action. Au nom de Madame le directeur général de douane et Axes de la République démocratique du Congo, je tiens à remercier et à présenter mes vives félicitations à tous les artisans de cette performance. Ceci ne constitue que la première étape pour les directeurs provinciaux de la DGDA Katanga qui, pour ne ménager aucun effort dans le sens à faire encore plus de recettes, a primé les meilleurs scores et a instauré ainsi le régime des sanctions. Sanctions positives aujourd'hui pour les bons élèves et négatives demain pour les brebis galeuses. Le chef de bureau de Mokambo, qui a réalisé le meilleur score, s'est dit fier de passer pour le meilleur élève avec presque le double des assignations réalisées. C'est à Casa degli Italiani que l'équipe de la DGDA Katanga s'est retrouvée dans la soirée pour célébrer le fruit de ce travail d'équipe que le premier douanier du Katanga voudrait encore plus florissant et qui mérite félicitations et encouragements. Au nom de tous les cadres et agents, Monsieur le directeur, c'est un honneur et un plaisir pour nous de travailler avec vous. Vous nous avez boosté pendant tous ces jours-ci et aujourd'hui nous avons les résultats. 102%, c'est beaucoup. On n'y croyait pas, mais nous sommes arrivés à le faire. La délégation syndicale a fait sa promesse, celle d'accompagner le directeur provincial de la DGDA Katanga pour une maximisation encore plus accrue des recettes. Nous sommes une équipe. Nous allons gagner ensemble, nous allons perdre ensemble. Je vous remercie. Pour un manager, René Kalela Massimango en est sûrement un bon. Restons encore et toujours à la DGDA, mais cette fois-ci ici à Kinshasa. La directrice générale des douanes et Axes, Jeanne-Blandine Kawanda-Walouam, a procédé mercredi 10 août dernier à l'hôtel Sultani au lancement des travaux de validation définitive des outils de gestion moderne des ressources humaines de la DGDA basés sur les compétences et de la campagne de leur vulgarisation. Objectif, sensibiliser les cadres et agents de la DGDA en général et ceux de la DGDA Kin Aéro en particulier, à s'approprier ce projet avant la mise en œuvre de ces outils prévus en 2023. Marlène Bassoussou et Christian Kinina étaient présents pour le compte de votre magazine. Ils sont désormais définitivement validés, les outils de gestion moderne des ressources humaines basés sur les compétences de la Direction générale des douanes et Axes DGDA. La campagne de leur vulgarisation a été lancée par la directrice générale des douanes et Axes en présence de ses deux adjoints, Bernard Kabessé et Jean-Louis Baouna, à l'hôtel Sultani Kinshasa. Occasion pour Jeanne-Blandine Kawanda-Walouam de faire un état des lieux du travail abattu qui reprend en son sein les préambules, la présentation des outils de la démarche et la feuille de route de ces projets établis depuis le mois de mars 2022 à l'issue des travaux de l'atelier de validation des outils modernes relatifs à la gestion des ressources humaines. En sa qualité de présidente du comité de pilotage de ces projets, Jeanne-Blandine Kawanda-Walouam est revenue dans son allocution sur la place qu'occupe la DGDA dans cette réforme de l'administration publique. Elle a ensuite convié toutes les parties prenantes au processus d'accompagner ces programmes de modernisation de la douane congolaise conformément aux engagements pris avec l'Organisation mondiale des douanes OMD. C'est donc avec satisfaction que je voudrais encore saisir l'opportunité de la présente cérémonie pour traduire toute ma reconnaissance
au secrétariat de l'Organisation mondiale des douanes, au bureau régional du renforcement des capacités de l'OMD et à l'expert en gestion des ressources humaines de l'OMD pour leur appui et leur engagement à accompagner notre administration dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces outils. Je tiens également à remercier les membres du comité de pilotage ainsi que le groupe de travail pour les efforts consentis. À l'issue des travaux susvisés, intervenus le 18 mars 2022, une feuille de route définissant les différentes étapes devant mener à la mise en œuvre de la réforme de la gestion des ressources humaines axée sur les compétences au sein de notre administration. Je disais donc qu'une feuille de route a été signée entre la DGDA et la direction du renforcement des capacités de l'OMD. Suivant cette feuille de route, après validation finale des outils élaborés, l'application de la réforme devait débuter sur le site pilote du guichet unique de la DGDA Kinaero, choisi préalablement par l'équipe de gestion de la réforme. Par la suite, et dès aujourd'hui, les dispositions seront prises pour la sensibilisation de toute la communauté douanière de la RDC et pour l'appropriation de la réforme à travers toute la République. Après les développements détaillés du projet, la patronne de la DGDA s'est félicitée du travail accompli jusqu'à présent qui place les douaniers congolais comme pionniers en termes d'outils modernes pour les ressources humaines de l'administration douanière dans la région Afrique occidentale et centrale de l'OMD. Pour ce faire, je ne ménagerai aucun effort pour que ce processus du renforcement des capacités du capital humain douanier de la RDC, un des socles de la modernisation de l'administration, soit une réussite totale. Je tiens à vous assurer de mon implication sans faille dans l'accompagnement de la mise en œuvre de cette réforme. Signalons que l'appropriation de ces outils par les douaniers se poursuivra en attendant sa mise en œuvre prévue en 2023. La haute direction des douanes, chapeautée par la directrice générale Jean Blandine Kawanda Oluom, ne ménage aucun effort pour l'installation des outils relatifs à la réforme des ressources humaines pour une administration douanière plus efficace. La Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard a pris part mercredi 10 août dernier au salon vert de l'immeuble du gouvernement aux travaux budgétaires dans le cadre de l'élaboration du budget de l'État pour l'exercice 2023. Des assises organisées par le ministère du Budget. Il a été question d'analyser et d'examiner en recettes, tout comme en dépenses, les grandes lignes des actions prioritaires des services de l'administration publique. Reportage de Didi Mavambou et Fafama Kitou, rendu par Ruth Kambaji. C'est depuis le 10 août que les membres des différents services de l'administration publique et ceux des organisations de la société civile prennent part aux travaux de la conférence budgétaire pour l'élaboration du budget de l'exercice 2023. Organisés par le ministère du Budget, ces travaux visent, entre autres, à analyser et examiner en recettes comme en dépenses les grandes lignes des actions prioritaires des services de l'administration publique. Des assises essentiellement budgétaires, les membres des différentes commissions vont examiner tour à tour les prévisions budgétaires des recettes et les dépenses du pouvoir central. Une démarche qui s'inscrit dans une logique de la transparence et de la participation citoyenne au processus de l'élaboration de prévisions budgétaires. Les conférences budgétaires sont une étape fondamentale dans l'élaboration du budget de l'État en République démocratique du Congo. Présenté à ces travaux par les billets de son directeur général adjoint en charge des questions techniques de Doufouamba Likondi, la direction générale des recettes administratives et judiciaires domaniales et des participations de Gérard, l'un des services mobilisateurs des recettes de l'État, a passé au peigne fin quelques performances ou contre-performances dans la mobilisation des recettes ainsi que les difficultés rencontrées par les services mobilisateurs des recettes du Trésor.
au niveau de la direction générale de la DGRAD avec des mesures administratives qui ont renforcé le contrôle interne et qui apportent aujourd'hui des résultats parce qu'à ce jour, nous avons mobilisé déjà plus de 1900 milliards sur les projections lunaires au 30 juillet de plus de 1500 milliards. Donc nous sommes au-delà de 126%. Et sur l'ensemble des projections ou des assignations de 2900 milliards, nous pensons que nous allons atteindre ces recettes qui ont été signées ou prévues dans la loi de finances 2022. Et aussi, nous pensons que ces résultats que nous avons réalisés sont un facteur encourageant qui permettent à ce que nous puissions nous projeter pour l'exercice 2023. Le gouvernement de la République est appelé à prendre en compte toutes les mesures qui seront adoptées au cours de ces travaux afin de les insérer dans la loi de finances 2023 pour permettre à la cadette des régies financières d'atteindre ses objectifs. Oui, nous, la DGRAD, ce que nous attendons, c'est les renforcements de la collaboration entre les services d'assiette et nous, parce que cette collaboration est utile pour encore améliorer les objectifs qui nous sont assignés par les autorités. Nous voulons travailler de commun accord et de manière harmonieuse pour essayer de rendre à l'État ou de produire les résultats qui nous sont assignés. Nous avons besoin de cette collaboration et nous voulons que les mesures qui vont être adoptées dans le cadre de ces conférences budgétaires puissent être insérées dans la loi des finances 2023 afin de nous permettre de réaliser nos objectifs. Grâce à ces actes générateurs des recettes, la DGRAD contribue à la mobilisation des recettes non fiscales de l'État, des recettes qui sont renseignées par le budget national. Il reste au service d'assiette qui travaille en amont dans la constatation et la liquidation de faire correctement leur travail avant que la DGRAD ne vienne ordonnancer et recouvrer ces recettes non fiscales pour le compte général du Trésor public. À la Direction générale des impôts sur les prévisions de plus de 4 360 milliards de francs congolais, la DGI a mobilisé plus de 7 687,5 milliards de nos francs de janvier à juillet 2022, soit 176% de taux de réalisation comparativement aux prévisions de l'année 2021 fixées à 2 864,5 milliards de francs congolais. La DGI a réalisé plus de 3 839,1 milliards de francs congolais, soit 134% de taux de réalisation. Le gouvernement central a décidé dernièrement de la suppression des 14 taxes à l'importation et à l'exportation et à la baisse du taux de 20 autres prélèvements fiscaux pour rendre l'économie congolaise compétitive et attractive au niveau de la sous-région afin d'attirer plus d'investissements. Selon les experts et après vérification, certaines taxes figurant sur cette liste ne méritent pas en tout cas d'être supprimées parce qu'elles découlent des lois votées au Parlement, mais aussi et surtout elles contribuent au fonctionnement de ces entreprises au point que les retirer ou les supprimer signifierait tuer les dites entreprises. C'est le cas de la redevance informatique qui contribue à la modernisation de l'outil informatique de la douane depuis une vingtaine d'années au niveau de la Direction générale des douanes et axes DGDA, dont nous parle ici le professeur Godin Poy. Il est professeur d'université, écrivain en économie et finances publiques dans cette interview qu'il a accordée à votre magazine. Merci beaucoup. Jérôme, mon frère, vous êtes une référence en matière de presse économique dans ce pays. Je vous remercie pour cet honneur que vous me faites en m'étendant votre micro et en focalisant vers moi votre caméra. Lorsque vous demandez à une autre loi d'organiser la légalité des autres lois, déjà c'est fragile. Mais rentrons à la légalité de la redevance informatique. Cette légalité-là, si vous la cherchez, vous n'allez pas la trouver dans l'ordonnance loi de 2018, portant nomenclature des droits et taxes. Il faut lire ensemble l'accord sur la facilitation des échanges, la conversion des quotes révisées et la résolution de Dublin. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en 2014. Une fois
l'accord sur la facilitation des échanges discuté à Bali, l'Organisation mondiale du commerce, nous sommes au mois de décembre 2013, l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale des douanes s'est mis ensemble et l'Organisation mondiale du commerce va responsabiliser l'Organisation mondiale des douanes de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges. Alors, maintenant, lorsque vous lisez la Convention des quotas révisée à son chapitre 7, donc norme 7.1, norme 7.2 qui traite des questions informatiques, il est dit dans cette convention que la douane est habilitée à prendre des mesures qui peuvent rendre les dispositifs informatiques performants, selon les standards internationaux. Mais dans la même convention, pour les autres matières, on parle de la législation nationale. C'est-à-dire que là, c'est le droit national qui doit le faire. Mais ici, dans cette convention, pour cette matière-là, informatique, j'insiste, nous sommes au chapitre 7 de la Convention des quotas révisée, norme 7.1, norme 7.2, on dit que c'est la douane seule. Or, dans la même convention, pour certaines matières, on parle de la législation nationale, c'est-à-dire il peut s'agir d'une législation autre que celle de la douane. Mais pour cette matière-là, des dispositifs informatiques performants, la convention responsabilise la douane et la douane seule. Et les conventions internationales ont une certaine suprématie sur les textes. C'est ça que je voulais dire. Pas une certaine. Oui. En droit congolais, toute convention internationale légalement ratifiée a prégnance sur les droits nationaux. Donc si les gens s'embrouillent en disant qu'il faut appliquer l'ordonnance loi de 2018 portant nomenclature des revances et taxes, ils doivent lire les droits économiques congolais dans sa complétude. Donc j'affirme avec beaucoup d'autorité que la redevance informatique perçue par la DGDA n'est pas illégale. Sa légalité s'arc-boute sur la Convention des quotas révisée à ce chapitre 7. En conclusion, le gouvernement doit revoir sa copie. Impérativement. Et permettre à la douane d'avoir cet outil-là qui lui permet de se moderniser. Je crois que nous sommes un état de droit. Impérativement, il n'y a rien d'illégal. Je sais que j'ai discuté même avec quelques collègues de la douane qui ne comprenaient pas les fondements légaux de cette redevance. Je l'ai dit avec beaucoup d'autorité, mais avec suffisamment de modestie, que cette redevance tire sa légalité dans la Convention de Kyoto révisée à son chapitre 7. Donc, si on veut l'enlever pour autre chose, qu'on trouve un autre motif, mais dire qu'elle est illégale, c'est-à-dire qu'on n'a pas lu bien les droits douaniers dans sa complétude, dans ses aspects nationaux et internationaux. Et maintenant, pour ceux qui tiennent à élaguer cette redevance, je me pose la question. On ne peut pas aujourd'hui parler de la facilitation des échanges. On ne peut pas aujourd'hui parler de la modernisation de la douane sans un support informatique performant. La moyenne, depuis un certain temps, la moyenne de la valeur chiffre, la moyenne annuelle, à ce qui concerne les mouvements des importations, c'est 8 000 milliards de dollars. Donc lorsque vous prenez comme ça, paf, à l'import 2,25%, vous avez quelque chose, vous êtes autour pratiquement de quelque chose comme 160 millions, ça peut avoisiner même 200 millions de dollars. Qui est capable aujourd'hui de donner à l'administration des douanes ces montants-là? Donc je crois que... Cet argent avait même servi à la construction de l'immeuble intelligent. Naturellement, je l'avais dit pour ceux qui ne le savent pas, l'immeuble intelligent, c'est la sueur du douanier. C'est la sueur du douanier, c'est pas comme on raconte là que non, il y a eu, c'est l'argent de la DGDA. Je sais de quoi je parle parce qu'à l'époque, j'étais aux côtés du tout grand Ruguiza. Donc,
je l'ai dit avec beaucoup de fermeté, la redevance informatique perçue par la douane a un soubassement légal. Ce soubassement se retrouve dans la CKR, à son chapitre 7. Et j'insiste parce que tous ceux qui ont fait l'accréditation au niveau de l'Organisation mondiale des douanes en matière de facilitation d'échange, comme moi, ils doivent le savoir. Donc, qu'on arrête avec cette affaire et prochainement, lorsqu'on veut prendre ce genre de mesures, qu'on élargisse les champs de réflexion. Mise en œuvre du contrôle permanent de l'inspection générale des finances au sein de la Générale des carrières et des mines GECAMINE. Ces modalités ont été discutées entre, d'une part, la direction de l'IGF et d'autre part, les délégués syndicaux de la GECAMINE. Images et commentaires dans ce reportage de nos confrères du service des communications de l'inspection générale des finances. La direction de l'IGF a tenu une grande réunion avec 30 délégués syndicaux de la GECAMINE pour échanger autour des modalités pratiques de la mise en œuvre du contrôle permanent de l'IGF. L'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingueté, a expliqué à ses syndicalistes le mode opératoire de la patrouille financière et la nécessité de l'encadrement prolongé de la GECAMINE par l'IGF. Par la même occasion, l'inspecteur général des finances a rappelé aux syndicalistes les tableaux sombres de la gestion de la GECAMINE et la nécessité du contrôle permanent qui pourra être levé que lors d'une évaluation ultérieure sur les degrés de l'implémentation de la bonne gouvernance dans cette entreprise du portefeuille de l'État qui hier était livrée à une prédation sans précédent. À l'issue de cette réunion, le président de la délégation syndicale s'est exprimé en ces termes. Chacun maîtrise bien son secteur. Le secteur de l'inspection générale des finances est un secteur qui aujourd'hui, le travail est salué par tout le monde. Et nous qui n'avons pas eu la même vision que l'équipe de l'inspection générale des finances, avons écrit, avons soumis nos préoccupations et la suite venait de nous être communiquée aujourd'hui et sommes quand même satisfaits de la communication faite par l'inspecteur général des finances. Juste après cette réunion marathon, avec les syndicalistes de la GECAMINE, le chef de service Jules Alingueté a reçu le gouverneur de Kouilou, avec qui il a échangé autour du contrôle effectué par l'IGF dans sa province. Ça a toujours été mon souhait que l'on soit visité par l'inspection des finances, parce que pour moi, j'ai compris que c'est une école de la bonne gouvernance, il a fallu. Et si on continue ainsi, dans beaucoup d'institutions, je pense qu'une des ans, ceux qui espèrent en nous auront déjà leur espoir. Ensuite s'en est suivi une délégation de femmes fortes et associations qui militent pour l'amélioration du bien-être de la population. Elle est venue pour décerner un prix de homme fort à l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingueté, pour l'encourager dans sa détermination à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa lutte acharnée contre les antivaleurs de la gestion publique. Au sortir, ces femmes se sont exprimées également au micro de la presse de l'IGF. Dans notre mission d'encourager la vision du chef de l'État et de féliciter tous ceux-là qui sont en train de faire du bien, nous avons identifié l'IGF et nous sommes dit on doit lui amener un brevet d'encouragement et lui donner aussi notre nom. Nous sommes les femmes fortes et à date d'aujourd'hui, il devient aussi un homme fort. 3 audiences se sont déroulées à tour de rôle dans son cabinet de travail ce vendredi 12 août. Rendons-nous une fois de plus dans les Congo profonds pour parler développement des infrastructures. Vous le savez peut-être, démarré à la première quinzaine du mois de juillet 2022, les travaux de construction de la route nationale numéro 1 reliant Mbujimayi à Kananga, les travaux qui sont exécutés par le groupe Stancret ont pris une vitesse de croisière par le traçage et le nivellement de la route, à la grande satisfaction en tout cas de la population de cette partie de la République. Toujours au Kasaï oriental, les chantiers des écoles financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI à Kabeya Kamwanga ont été inspectés par le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya Machi Abidi, qui s'est félicité de l'évolution de ces travaux. Reportage de nos confrères de la cellule des communications du Fonds de promotion de l'industrie. Dans la périphérie de la ville de Mbujimayi, sur la route nationale numéro 1, près d'un mois aujourd'hui, les riverains ne vivent qu'un seul spectacle,
les passages des engins de génie civil mobilisés par l'entreprise égyptienne Samcrit pour la construction et l'aménagement de cette route nationale dans son axe compris entre Mbuji-Mayi et Kananga, longue de 188 km, des travaux entièrement financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Sur le terrain, les travaux consistent actuellement au traçage et au nivellement du sol, deux phases capitales parmi les étapes de la construction d'une nouvelle route. C'est visible, nous sommes au niveau du marché communal appelé Maréchal, où les engins d'excavation et des camions 4 roues motrices sont déjà à pied d'œuvre et se dirigent vers le poste de péage de Sibombo. La modernisation de cette route va faciliter les échanges commerciaux entre les deux grandes villes du Kasaï, mais aussi elle va désenclaver cette partie de la République démocratique du Congo des autres provinces du pays, comme l'avait déclaré le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, le 15 juillet 2022 lors du démarrage des travaux. Pour le FPI, la matérialisation de ce projet s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que sur l'intégration et la connectivité des 145 territoires nationaux du pays. Sur un autre registre, le FPI, dans le cadre du suivi du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités, programme dans lequel il a été enrôlé dans le Kasaï oriental, le FPI vient de doter les deux agences locales d'exécution de travaux qui sont le gouvernorat du Kasaï oriental et les diocèses de Mbuji-Mayi de 2 Jeeps Land Cruiser 4x4 tout-terrain. Au nom de toutes les parties, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeamachi Abidi, a salué à juste titre cette dotation du FPI qui traduit une franche collaboration qui doit continuer d'exister pour le suivi des travaux de construction et de modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires. Il a aussi remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ce programme. Nous disons merci au FPI pour cet outil qui va contribuer, comme je l'ai dit, au suivi des différents projets, mais aussi, j'espère bien participer à l'accélération pour terminer ces projets qui vont soulager notre population. Au nom du gouvernorat, au nom de la province du Kasaï oriental, nous disons merci au FPI. Je vous remercie. Ces engins remis par le FPI vont aider le diocèse de Mbuji-Mayi de faire le suivi des travaux en cours d'exécution au complexe scolaire Kalenda Mudishi, dont il est l'agence locale d'exécution, et permettront aussi au gouvernorat de province d'assurer le suivi des travaux de l'école primaire du 4 janvier, de l'hôpital général de référence de la Mouya, l'hôpital général de référence de Cancélé et l'unité de transfusion sanguine de Cancélé. Et justement, en itinérance, le gouverneur de province, accompagné du chef d'agence du FPI Mbuji-Mayi, vient d'inspecter les chantiers des écoles primaires de Kanganga et de Benakazadi au village de Mupompa, dans le territoire de Kabeya-Kamwanga. Nous sommes à 152 km de la ville de Mbuji-Mayi. Ces travaux consistent en la construction des 2 écoles de type ordinaire en briques cuites avec 2 blocs de 6 salles de classe, un bâtiment administratif ainsi qu'un bloc sanitaire pour chacune d'entre elles. À l'heure actuelle, les entreprises attributaires ont déjà franchi l'étape du linteau avec la construction. Elles accélèrent pour que les ouvrages soient remis aux bénéficiaires à la rentrée scolaire prochaine. Pour rappel, ces travaux sont aussi inscrits dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités, programme dans lequel le FPI a été enrôlé comme bailleur de fonds principal. Il convient de signaler ici que le Fonds de promotion de l'industrie FPI ne finance pas les projets Tchile-Gelou exécutés par le Fonds national d'entretien routier FONER et l'Office de voirie et drainage OVD. Mais il faut savoir que le Fonds de promotion de l'industrie est plutôt enrôlé
dans le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. C'est une précision de taille que le public devrait donc savoir. Retour ici à Kinshasa pour atterrir dans la commune de Mongafula. Il existe encore et toujours en pleine capitale Kinshasa des écoles où les élèves suivent les cours à même les sols, à l'instar de l'école Christ-Roi dans le quartier Cité-Pumbu. Nous sommes là dans la commune de Mongafula comme nous l'avions dit tantôt. Plus grave encore, cette école, y compris le quartier où elle est installée, sont en voie de disparition à cause d'une érosion de plus ou moins 10 mètres de profondeur. Et la cour de l'école s'est même transformée en un dépotoir des immondices, mettant ainsi les élèves et les habitants riverains en difficulté de respiration, suite bien sûr aux odeurs nauséabondes dégagées par ces immondices. C'est un reportage exclusif signé Jocelyn Baba et Armen Ngoma. Le quartier Cité-Pumbu, situé dans la commune de Mongafula, se meurt à petit feu à cause d'une érosion de plus de 10 mètres de profondeur. Tenez-vous bien, certains habitants de ces quartiers passent des nuits entières à la belle étoile, faute de parcelles emportées par l'éboulement des terrains. D'autres ont même cassé la pipe après avoir perdu leurs parcelles, surtout pendant la saison des pluies. Dans ce coin de la ville de Kinshasa, certains résidents de ce quartier dénommé Cité-Pumbu n'ont plus peur de la mort. Ils vivent à proximité de l'érosion avec tous les risques possibles. À chaque heure, les habitants du quartier viennent y déverser des tas d'immondices dans le but de tenter de stopper l'avancement de cette érosion. Ironie du sort, ils aggravent la situation sans le savoir. Respirer aux alentours de cet endroit est un véritable problème. Tokoma kaka komela bantibiotique kaka bantibiotique na bantibiotique sa bantibiotique ko vivre te pene ya libulu o tokoma kaka komela bantibiotique po tozana esika musuto koko kimela te tozana esika musuto koko kende te baninga na biso mususu o bakoma kolala na be église. En fait les anzela ils menacé te les quartiers des menacés donc érosion oyo ceux qui ozomona ofulu hein ba inondi se batu babwaka érosion za na seza makasi. Donc il y a des maisons na ba parents ba tonga bandako ba kufa na émotion alamu qui a écouta déjà 1 mètre il y a l'érosion comme na ndako na a piqué crise à kufi. À quelques mètres de cette érosion se trouve une école conventionnée catholique en voie de disparition car prête à être engloutie par l'érosion. La nuit, la cour de cette école se transforme en un véritable bastion des inciviques. Et la journée, c'est un dépotoir dégageant ainsi des odeurs nauséabondes polluant l'environnement avec toutes les conséquences possibles sur la santé des riverains. Le directeur de l'école est aux abois et ne sait à quel sens se vouer. On n'a même pas vraiment le temps de respirer. Vous voyez vous-même comment le terrain est vraiment pollué. C'est pourquoi nous cherchons une intervention vraiment des autorités qui viennent aider. Sinon, à la rentrée, bientôt les 5, nous allons reprendre les cours. Est-ce que les enfants vont étudier dans des conditions pareilles? C'est vraiment difficile. S'ils peuvent venir aider ces enfants afin qu'ils puissent reprendre les cours dans les normes. Du fait que l'école n'est pas clôturée, donc ces petits bandits, les Koulouna viennent, c'est leur lieu de repos. Dans cette école appelée Christ-Roi, les bancs sont quasiment inexistants. Mieux, des infrastructures adéquates et les élèves suivent les cours à même les sols comme si nous étions encore au XVIIe siècle. Et pourtant, dans cet établissement scolaire, la gratuité de l'enseignement lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est appliquée à la lettre. Plusieurs personnes se posent la question de savoir où est passée la campagne Pas une école sans banc, lancée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Tony Mwaba. Tout est parti d'un constat que beaucoup de nos enfants étudient à même les sols. Nous n'avons pas attendu la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, mais cette campagne est financée jusque-là par les maigres moyens du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation. À 2 semaines de la rentrée scolaire, le directeur de cette école ne sait pas comment les élèves vont étudier le 5 septembre prochain. Vous entrez dans des salles de classe, vous trouverez qu'il y a des vides. Il y a des vides. Alors comment
une école où les enfants étudient gratuitement, il y a la gratuité de l'enseignement, il n'y a pas de banc. Mais ils nous ont promis, non? Les anciens bancs qu'on avait sont cassés. Ils nous ont promis qu'inscrivez les enfants, et nous allons construire et nous allons vous doter les écoles de bancs. Mais jusqu'aujourd'hui, tosenga bakonza mboka en tout cas bakanisa mingi na makanisi ya mokonza mboka po na gratuité oyo ezo sunga pe biso ba parents to tangisa bana ofele école oyo eza bana belé batanga ebele vraiment misusu bavana na mabele na ba so okoti caméra na kati omona ba condition sale comme na ba potopoto donc potopoto na mona akotanga te ezalaki espace moi munene bana na récréation ba osakana moi ba sakana zate donc ceux qui ba beti siffler bakangi bana na kati. Si pour les uns cette érosion sème la désolation, mais ce qui n'est pas le cas pour les autres, car pour eux cet endroit est devenu un véritable lieu de fortune pour les petits enfants voire les adultes de cette commune qui viennent chercher les aciers pour se faire un peu d'argent. Cuivre. Cuivre pour ça là na ngoni ba cuivre ngoya ko bateka 1 kilo 8000. Les habitants appellent donc les autorités compétentes à trouver une solution à cette catastrophe qui menace non seulement l'école, mais aussi la vie de la population. C'est aussi ça, le peuple d'abord. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres présidée vendredi 12 août par le chef de l'État en visioconférence, Félix Tshisekedi Tshilombo a instruit la ministre de la Justice ainsi que celle des Mines d'initier une mission d'enquête sur les activités minières illicites menées par des sujets étrangers dans la province du Haut-Uélé. Pour en savoir un peu plus, je vous propose de suivre un extrait du compte rendu du Conseil des ministres fait ici par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les activités minières illicites dans la province du Haut-Uélé. Le président de la République a été informé des activités minières illicites dans la province du Haut-Uélé, où il est signalé la présence des sujets étrangers exploitant les minerais d'or au moyen d'engins lourds. Ces activités minières illicites s'effectuent soit dans les zones d'exploitation artisanale en complicité avec les coopératives minières qui laissent les étrangers accéder avec des engins lourds sur les sites, soit dans les périmètres de recherche non encore transformés en permis d'exploitation ou encore dans les aires protégées. Le président de la République a rappelé que ces pratiques violent les dispositions du Code minier relatifs à l'éligibilité à l'exploitation artisanale et celles ayant trait aux aires protégées. Tout en rappelant ces instructions lors de la 29e réunion du Conseil de ministres, en rapport avec la lutte contre la fraude minière, notamment la poursuite de l'identification de périmètres de recherche où s'effectuent les activités minières illicites, et compte tenu de la recrudescence de ces phénomènes dans la partie est de notre pays, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, en prendre des actions urgentes pour stopper sans délai ces exploitations illicites. L'implication étroite de la ministre de la Justice ainsi que celle des Mines a été requise par le président de la République afin d'initier une mission d'enquête sur les activités illicites dans cette partie du territoire national et de les faire rapport assorti des recommandations lors du prochain Conseil de ministres. On passe à présent aux tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 13 août 2022 dans cet élément préparé par Naomi Makwela. Ces tours d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation s'ouvrent avec les poissons chinchards, communément appelés piodi, dont le coût d'un carton de 20 plus 30 kg est resté stable depuis la semaine passée sur les principaux grands marchés de la ville de Kinshasa. Au marché de la Liberté, le prix de cette denrée alimentaire s'est vendu à 159 000 francs congolais. Même constat fait au marché Zikida, où le coût de ce même produit s'est maintenu autour de 165 000 francs congolais. Même au marché Gambela, où il faut décaisser 160 000 francs congolais pour l'avoir.
Et enfin, au marché Matete, le prix d'un carton de poisson chinchard revient à 163 000 francs congolais. Côté légumes, les amarantes, connues populairement sous le nom de Bitekuteku, en provenance du Congo central, Maluku et Ndili Brasserie, la boîte se vend à 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Côté produits secs, sachez que le prix d'un récipient de farine de maïs, communément appelé écolo, est à 2000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Gambela et Matete et à 2500 francs congolais au marché Zigida. Pour la farine de manioc en provenance du Kwilu et du Congo central, le prix d'un écolo revient à 1200 francs congolais au marché de la Liberté, Gambela et Matete et à 1500 francs congolais au marché Zigida. Terminons ce tour d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation avec un fruit, l'orange, dont un lot coûte 2000 francs congolais au marché de la Liberté, Zigida et Gambela. Au marché Matete, pour avoir ce lot d'orange, il faut décaisser 1500 francs congolais. Telles sont les tendances de prix de quelques produits alimentaires de grande consommation collectées par l'agence Galaxy Media au samedi 13 août 2022 sur les principaux grands marchés de Kinshasa. Et puis, sur le marché d'échange, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 12 août 2022 a affiché $1 américain à 2007,40 francs congolais, 1 euro à 2073,77 francs congolais, 1 franc CFA à 3,161 francs congolais, 1 rand, la monnaie sud-africaine à 124,19 francs congolais. Au samedi 13 août 2022, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 2000 et 2020 francs congolais le dollar américain dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Indjili, la devise américaine s'est échangée à 1950 francs à 2000 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et à 2055 francs la devise américaine, précisément sur l'avenue Bokassa dans la commune de la Gombe. 1990 francs congolais, c'est le taux observé à Ikela. Nous sommes là dans la province de la Chuapa. 2000 francs congolais, les dollars américains à Chikapa dans le Kasaï, à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, et à Buta dans le Bazuélé. 2005 francs congolais, les dollars américains à Banalia. Nous sommes là dans la province de la Chopo. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kolwezi, dans la province du Lualaba, où $1 américain s'est négocié à 2010 francs congolais. Quelle est l'évolution des cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing de samedi 13 août 2022? Voici la réponse dans ces commentaires de Muriel Makiessé. Après la hausse de la semaine passée, les cours du Brent sont en baisse en cette fin de deuxième semaine du mois d'août. À New York, le baril du Brent léger américain a coûté 91,98 $ américains, soit une baisse de 2,19%. Baisse également à Londres de 1,43%, le baril du Brent coûtant 98 $ américains. Selon le site prixdubaril.com, les prix du pétrole ont terminé en baisse vendredi après l'annonce qu'une fuite dans un pipeline dans le golfe du Mexique qui avait mis les cours sous pression allait finalement bientôt être réparé. Le kilowattheure du gaz naturel n'a pas bougé de prix. Il est resté en forte hausse de 7,27%, se vendant à 827 $ américains comme la semaine dernière d'ailleurs. Une hausse justifiée par la persistance du conflit russo-ukrainien freinant, voire interrompant les exportations en raison d'embargos politiques et économiques, la Russie conservant sa production pour alimenter les usines d'armement en sur-régime. Sur les marchés miniers, la tonne métrique du cuivre s'est négociée à 8 139 $ américains en hausse de 2,10%. Le prix de la tonne métrique du cobalt n'a pas arrêté de s'effondrer pour se situer cette semaine en dessous des 50 000 $ américains. Elle s'est vendue à 46 995 $ américains en baisse de 4,07%. L'once d'or est restée stable à 0,00% depuis plusieurs mois, se vendant à 1800,50 $ américains. La tonne du fer a terminé la semaine à 109,71 $ américains en baisse de 0,70% selon investing.com.
La République démocratique du Congo, avec ses réserves de 20 milliards de tonnes de fer dans la Grande Orientale, est capable de relancer son économie. La tonne du coltan est restée à 114 000 $ américains avec une stabilité dans le vert de 0,00%, à en croire les sites Investir, leséchos.fr. Par ailleurs, les réserves du Rwanda, qui s'est pointé comme premier producteur de ces minerais stratégiques, commencent à s'effriter. La tonne du lithium a coûté 2100 $ américains en baisse de 1,79%. Les gouvernements congolais devront ouvrir l'œil et les bons sur les contrats communières et AVZ quant à l'exploitation de la mine du lithium d'Emanono dans les Tanganyika. Côté produits céréaliers, la tonne du maïs est négociée à 602 $ américains en hausse de 1,86%. Hausse également du prix du riz de 3,28%, la tonne coûtant 17,33 $ américains. Hausse du côté blé de 1,00%, la tonne se vendant à 783 $ américains, les prix de ces trois denrées n'ayant pas bougé du tout une semaine plus tard. D'ailleurs, l'Afrique attend les cargaisons de céréales en provenance de l'Ukraine. La tonne du café a affiché une hausse de 2,26% à 215 $ américains. Celle du cacao a perdu 2,52% de sa valeur, la tonne se négociant à 2281 $ américains. Enfin, la tonne du coton a valu 100 $ américains, soit une baisse de 0,51%. Madame, Monsieur, le magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur votre chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour d'autres informations économiques, financières et fiscales de la République démocratique du Congo. Au revoir et à très bientôt.